Nous sommes en février 1914. L'Europe va bientôt entrer en guerre, mais dans le Finistère, c'est une toute autre tragédie qui se prépare. Une affaire tellement étrange qu'elle mêle service secret, trahison et paranormal. Voici l'affaire criminelle non résolue de Louis Cadieux, ou alors de son autre nom, le mystère de la Grande Palud. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter deux histoires criminelles françaises qui n'ont jamais été résolues. À la suite de ces histoires, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresserait énormément. En 1907, Peter Timming, un Allemand, fonde l'usine de la Grande Palude. C'est une usine de blanchiment de coton qui sert à fournir les poudreries de l'armée française. Mais après que le ministère de la Guerre ait retiré l'usine de la liste de ses fournisseurs, Peter a fait faillite. En 1909, la famille Cadieux rachète l'usine. Elle sera dirigée par le fameux Louis Cadieux. L'usine redémarre, les affaires sont flambantes et pendant 4 ans, tout se passera pour le mieux. Mais le 30 décembre 1913, Louis Cadieux quitte son bureau. Il dit qu'il revient dans 10 minutes. Spoiler, il ne reviendra jamais. Pendant des semaines, c'est le néant total. Louis Cadieux a définitivement disparu. La police fouille partout. La rivière, les bois, rien. Louis Cadieux est introuvable. Et c'est là que l'histoire devient quelque peu flippante. Alors que les enquêteurs nagent dans l'incompréhension, une voyante décide de se mêler de l'affaire. Elle affirmera avoir eu une vision. Le corps de Louis Cadieux se trouve dans les bois, à 400 mètres à peine de son usine. La police se rend sur place, un peu par dépit. Il commence à creuser puis tombe sur un pied, puis le corps de Louis Cadieux. Louis était là, je cite, enterré sous quelques centimètres de terre. L'autopsie est un carnage. Les médecins disent d'abord qu'il a été égorgé, une plaie de 16 cm sous la gorge, sauf qu'il n'y a quasiment aucune trace de sang au sol. Mais l'affaire va prendre un tout autre tournant. Les médecins reçoivent un courrier anonyme. Refaites l'autopsie, vous avez raté la balle dans la tête. Pierre Cadieux a été tué d'une balle de revolver avant d'être égorgé. Un homme est immédiatement ciblé. Louis-Pierre, l'ingénieur de l'usine. Il a un comportement suspect, il change tout le temps de version, il ne sait plus quand il a vendu son arme ou quand il l'a achetée. Bref, toutes les accusations retombent sur lui. Le juge est alors persuadé de tenir le coupable en main, Pierre est arrêté. Mais on arrive très vite en 1914. La guerre éclate, alors le procès est retardé jusqu'en 1919. Devant les jurés, les preuves scientifiques de l'époque sont bien trop floues. Les témoignages sont contradictoires, les dossiers ont été perdus. Bref, tout laisse à croire que Louis-Pierre va être relaxé. Et ses croyances sont vraies, car Louis-Pierre va être acquitté à 11 voix sur 12 lors de son procès. Et à l'heure qu'il est, presque un siècle plus tard, le mystère reste entier. Qui a envoyé cette lettre anonyme pour guider l'autopsie? Comment la voyante a su où le corps était enfoui? Était-ce une simple dispute entre collègues ou quelque chose de bien plus profond? Au final, Louis Cadieux a emporté le mystère de la Grande Palude avec lui dans sa tombe. C'est l'une des disparitions les plus étranges de l'histoire de France. Un père de famille, médecin respecté, qui part en mer avec ses 2 enfants et ne revient jamais. On a cru à une cavale, à un naufrage, mais ce que les enquêteurs ont découvert dans la maison familiale et au fond de l'océan dépasse bien plus leurs attentes. Pour cette deuxième histoire, je vais vous parler de l'affaire Godard. 1er septembre 1999, au port de Saint-Malo. Le docteur Yves Godard, 43 ans, loue un voilier, le Nick. Il fait embarquer avec lui ses 2 enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Le loueur de bateau remarque tout de suite quelque chose d'étrange. Le docteur est nerveux. Il refuse qu'on l'aide à sortir le bateau du port, il semble pressé de quitter la terre ferme. Il laisse sa voiture sur le parking du quai. À l'intérieur, les enquêteurs y retrouveront une dose massive de désinfectants et de produits ménagers. Pendant que le voilier s'éloigne dans la brume de la Manche, les enquêteurs perquisitionnent la maison familiale à Tilly-sur-Seul. L'épouse du docteur, Marie-France, est introuvable. Elle n'est pas avec eux sur le bateau. Suite à la perquisition, toutes les pièces ont été passées au peigne fin. La chambre, la cuisine, le salon. Les experts en balistique et en police technique trouvent des taches de sang partout. C'est un véritable carnage à l'intérieur, même si au premier abord, la maison paraissait propre. Quelqu'un a essayé de laver les preuves sans succès. Le sang appartient bien à la femme d'Yves, Marie-France. À ce moment-là, le docteur Godard est bien plus qu'un père qui part en vacances avec ses enfants. C'est le suspect numéro 1 d'un féminicide. Le 5 septembre, le canot de sauvetage du voilier est retrouvé vide sur une plage. À l'intérieur, on trouve un blouson et un chéquier appartenant à Yves Godard. Quelques jours plus tard, c'est le voilier lui-même, le Nick, retrouvé en dérive par les gardes-côtes anglais. Il n'y a personne à bord. Mais le plus bizarre, c'est que le voilier est intact. Les enquêteurs trouvent des traces de sang appartenant aux enfants sur le bateau. Et c'est là que l'horreur s'installe. Yves Godard a-t-il tué toute sa famille avant de se tuer lui-même? C'est ici que l'affaire prend des tournures qui dépassent l'entendement. Pendant des années, des objets personnels appartenant au docteur Yves Godard vont réapparaître comme par magie sur les plages de l'archipel des Ébiens. En janvier 2001, on retrouve sa carte d'adhésion à la caisse de retraite. En février 2001, on retrouve sa carte de crédit. Et en mai 2001, on retrouve son permis de conduire. Problème, les experts sont formels. Il est physiquement impossible que tous ces objets se soient retrouvés là comme par magie grâce à la marée. Après tant de temps, quelqu'un les a déposés. Les enquêteurs comprennent qu'un complice est impliqué dans l'affaire. La thèse de la cavale à l'étranger est abandonnée. On parlait de Madère, d'Afrique, mais ça ne tient pas la route. Un peu avant la découverte des objets personnels du docteur, en juin 2000, un pêcheur va remonter un crâne dans son filet. Il appartient à la fille du docteur, Camille. 6 ans plus tard, en septembre 2006, au fond de la fosse des Casquets, la frontière maritime entre la France et l'Angleterre, on retrouve un fémur et un tibia. L'ADN parle, il appartient au docteur.
Le père et la fille sont morts et l'enquête déduira par la suite que le petit Marius est mort aussi. Mais seulement une ombre persiste. Où est Marie-France? Jusqu'à la fermeture de l'enquête, on ne trouvera pas le moindre fragment de son corps. Mais alors les enquêteurs se posent des questions. Pourquoi? Pourquoi un médecin si bien placé aurait ruiné sa vie? Par la suite, on découvrira qu'Yves Godard était en guerre contre l'ordre des médecins. On découvrira aussi qu'il était endetté jusqu'au cou et qu'il fréquentait le milieu sectaire. En conclusion, le dossier a été classé en 2012. Pour la justice, c'est ce qu'on appelle dans le langage judiciaire un suicide altruiste. Mais sans le corps de la mère et sans explication sur les papiers retrouvés des années après, l'affaire Godard restera la plus grande énigme de l'histoire criminelle française. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous avez aimé surtout les histoires que je vous ai proposées. N'oubliez pas, on se retrouve très souvent en live le soir à 21h pour kiffer ensemble et pour rigoler. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendrait énormément et ça me ferait très grandement plaisir. Bref, moi je vous laisse là, je vous fais bisous l'équipe, prenez soin de vous et à la prochaine.